Super. Ok, bonsoir tout le monde. Moi c'est Fred. Ce soir, je viens vous parler de MCP, de Model Context Protocol, et je viens plus spécifiquement vous donner des éléments sur comment faire pour faire des bons MCP. Parce qu'on va le voir, il y a des bons MCP et il y a des moins bons MCP. Je vais en profiter pour commencer ce talk par faire un petit sondage dans l'Assemblée. Est-ce que ce terme, Model Context Protocol, ça parle à tout le monde? Je vous demande de lever la main si vous l'avez déjà entendu au moins une fois. Ouais, ok. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà branché un MCP serveur, un cursor, un VS Code ou un tool qu'ils utilisent? Pareil, levée de main, un peu moins déjà. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont développé leur propre MCP serveur? Ouais, il y en a quelques-uns quand même. Super. Bah écoutez, tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous allez avoir des billes pour pouvoir développer le vôtre bien du premier coup. Un petit rappel rapide, MCP, c'est un moyen de brancher des sources de contexte externes à un LLM, c'est pour ça que ça s'appelle le modèle contexte protocole, et c'est un protocole, du coup ça permet de le faire sans que jamais ni Google ni Cursor aient à interagir entre eux pour pouvoir faire cette connexion. C'est un protocole qui a été apporté par Anthropic en juillet dernier. Il est tout jeune, il a moins d'1 an, mais il est déjà largement adopté par la communauté et il s'est imposé comme le protocole par essence pour pouvoir gérer cette connectivité au monde extérieur. Mistral, on vous attend depuis le 7 mai, quand vous avez annoncé que vous allez le supporter. Vous êtes l'un des derniers à ne pas l'avoir aujourd'hui, je crois. Rien d'agressif, je profitais juste de passer un petit message. Euh, La raison pour laquelle c'est intéressant de supporter le protocole MCP tout autant client que côté serveur, c'est parce que ça vient servir à un nouveau besoin pour les business qui ont une présence en ligne. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, la plupart des gens qui ont une présence, la plupart des business qui ont une présence, ils ont une présence avec un site web qui s'adresse à des utilisateurs humains qui vont sur ce site et qui, via divers parcours qui ont été craftés grâce à des bons principes de user experience, arrivent à leur fin. C'est un des premiers personas qui est servi par la présence en ligne d'un business. Un deuxième persona, c'est des software tiers, typiquement tout ce qu'il y a comme intégration. Quand vous avez PennyLane qui supporte l'intégration avec Conto pour récupérer automatiquement vos transactions et les faire remonter dans vos lignes de comptabilité, il y a Conto qui vient servir les développeurs de chez PennyLane avec une API qui a été designée par des software architectes qui vérifient que cette API, elle leur permet à des gens comme des gens de chez PennyLane d'intégrer rapidement leur solution et de servir l'utilisateur final derrière. Maintenant, on a un nouveau persona qui arrive et qu'il faut servir de la même façon avec un ensemble technologique et des performances suffisantes pour pouvoir répondre à ses besoins. Ce nouveau persona, ce sont les agents IA. Ce terme est utilisé de façon très très large, mais imaginez, mettez derrière agent tout ce qui, à un moment ou un autre, va faire de la génération. Et ces agents, quand ils veulent interagir avec votre business, le meilleur moyen qu'ils ont de le faire aujourd'hui, le moyen le plus efficient, c'est de le faire avec le protocole MCP. Et du coup, c'est pas complètement déconnant de se dire, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en tant qu'entreprise pour pouvoir développer un serveur MCP, qui est l'équivalent de mon front-end pour mes users ou de mon API pour des développeurs. Qu'est-ce que je dois faire pour développer un serveur MCP qui fournit la meilleure expérience possible à un agent? Et comment on fait pour déterminer qu'est-ce que c'est la meilleure expérience possible? On va utiliser une North Star métrique. Tout comme côté user, on va utiliser le NPS. Tout comme côté API, on va utiliser le temps d'intégration. Ce que je vous propose d'utiliser côté agentique, c'est le taux de succès. À quel point l'agent, tasqué par un être humain, va être capable, via votre MCP serveur, d'arriver à la tâche qu'il doit accomplir. Dans cet objectif, ensemble de voir aujourd'hui comment faire pour faire le meilleur MCP serveur possible, on va utiliser un petit processus pendant tout ce talk-là, où on va mesurer un état connu à un moment, analyser comment on pourrait faire pour l'améliorer, implémenter une idée nouvelle et voir quel impact ça a sur les mesures qu'on va faire sur ce système-là. En le faisant plusieurs fois, on va finir par obtenir quelque chose qui va converger théoriquement vers un système plutôt efficient. L'endroit que je vous propose de regarder, du coup, c'est l'endroit où on va faire cette mesure. Alors, je vous mets un petit schéma, c'est l'un des rares schémas de séquence que vous allez avoir dans ce talk, qui représente un petit peu les différentes parties prenantes qui vont être sollicitées lorsque un agent interagit à travers un humain avec un système tiers.
À gauche, vous allez avoir l'être humain. En l'occurrence, ici, c'est une personne qui veut réserver un vol pour aller à San Francisco demain. Au milieu, dans le gros bloc gris, vous avez tout ce que je mets derrière le label agent. En l'occurrence, la combinaison souvent d'une application et d'un modèle. L'application, ça va être le chat, par exemple, et le modèle magistral derrière qui tourne. Et enfin, tout à droite, vous avez un MCP serveur d'une entreprise tierce. Par exemple, ici, le MCP serveur de Air France, qui fournit des solutions pour pouvoir permettre à un agent de booker un vol selon les préférences de l'utilisateur. Dans ce schéma-là, vous allez avoir toute une partie d'interaction qui va se situer entre l'utilisateur, l'application et le modèle, jusqu'à ce que le modèle décide qu'il a besoin d'utiliser une des fonctionnalités mises à disposition par le serveur, le contacter et faire des choses avec lui. Le premier problème auquel on se confronte, du coup, quand on regarde ce schéma-là, c'est que en tant que Air France, dans cette histoire, développeur de ce MCP serveur, les seules informations que je vois de l'interaction de l'utilisateur avec une application agentique, c'est les moments où cette application va venir me contacter pour me demander qu'est-ce que je peux faire et pour utiliser un outil que je mettrai à disposition pour booker un vol. Mais la conversation qui est entre l'utilisateur et le modèle via l'application n'est pas du tout remontée à Air France dans le cadre du protocole. Du coup, il faut qu'on se trouve des proxy mesures à la mesure, la North Star métrique que je vous ai proposée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme proxy de ce taux de succès qu'on aimerait avoir, qui est la personne a réussi à booker son vol pour San Francisco. Il y en a 3 que je vous propose, dont une qui va se décliner sur 2 paramètres. La précision, donc à quel point le modèle est capable de sélectionner le bon outil mis à disposition par un serveur MCP au bon moment. Les paramètres, la précision des paramètres, à quel point l'outil qu'il a appelé, il l'a appelé avec les bons attributs. Est-ce que je me suis bien retrouvé à San Francisco aux États-Unis ou est-ce que je me retrouve à San Francisco en Amérique du Sud, une petite ville perdue quelque part qui n'est pas du tout celle dans laquelle je voulais aller à la base. On va regarder le coût, et plutôt que le coût en euros, on va regarder le coût en token, puisqu'en fait, à chaque fois que vous allez donner des informations à un modèle en tant qu'MCP serveur, vous donnez du texte qui va être consommé dans la context window du modèle, et ce coût-là, c'est le coût d'occupation de la context window. Et enfin, on va regarder la latence. Et plutôt que de regarder la latence en termes de temps écoulé, on va regarder la latence plutôt en quantité d'interaction. Puisqu'une fois de plus, si on regardait en temps écoulé, ça dépendrait de la latence réseau, ça dépendrait de la latence du modèle pour pouvoir générer la génération suivante. Donc on regarde vraiment en termes de quantité d'interaction. Sur toutes ces proxy mesures, il y en a certaines qu'on va pouvoir, comme je vous le montrais dans le schéma précédent, mesurer en production. Ce sont celles qui sont à droite, donc sur la quantité d'interaction et sur la quantité de tokens qu'on va retourner qui vont avoir un coût dans la contexte window du modèle. Et il y a des mesures qu'on va malheureusement toujours pas pouvoir mesurer en production et que du coup on va plutôt reléguer en mesure au moment du développement, du cycle de développement du MCP server, pour pouvoir avoir une valeur sur ces mesures-là et être sûr de s'améliorer avant de partir en production. Toutes les chiffres que je vais vous présenter après, ils sont à mettre en contexte dans une problématique assez importante. Ils sont faits dans des conditions que je vais vous présenter, avec un modèle en particulier, avec un client en particulier, avec un ensemble de serveurs en particulier. Ce qui veut dire que vous allez avoir des chiffres différents si vous utilisez un modèle différent. Typiquement, je vous ai mis à gauche un extrait d'un tableau de classement qui s'appelle le BFCL, pour le Berkeley Function Calling Leaderboard, qui est un classement qui est mis à jour fréquemment des performances des différents modèles sur des benches de sélection du bon tool au bon moment. Du coup, je vous doutez que je ne vais pas avoir les mêmes mesures absolues si je prends un modèle qui est premier dans ce classement-là que si je prends un modèle qui est dernier. Et l'écart est très grand puisqu'on voit des mesures de précision qui ont de 16% à 76% dans le classement de 110 modèles. De la même façon, l'ensemble des performances, la façon dont ça va être perçu par l'utilisateur final pour la complétion d'une tâche est aussi dépendante d'un paramètre que je montrais sur la slide précédente, qui est le client MCP. Tous les clients MCP sont malheureusement pas égaux. Certains supportent complètement l'ensemble des fonctionnalités du protocole, d'autres pas du tout. Vous voyez beaucoup de rouge dans ce tableau de compatibilité qui est extrait de la doc officielle du modèle Context Protocol et qui vous dit quelles features sont supportées par qui. Donc,
si vous devez retenir un truc de mes 5 dernières minutes de speech, c'est les mesures que je vais vous présenter sont des mesures absolues. Elles ont été faites dans un contexte donné. C'est beaucoup plus l'évolution de ces mesures-là qu'il va falloir utiliser et les recommandations qu'on pourra en déduire que les mesures absolues elles-mêmes. Okay, du coup, de quel contexte on parle dans l'ensemble des mesures que je vais vous présenter après? L'application que j'ai utilisée pour rester dans un environnement programmatique, c'est le SDK Agents de OpenAI qui se comporte dans cet écosystème-là comme un MCP client. Le modèle que j'utilise, c'est GPT 4.1. Le langage de l'ensemble des éléments du bench, c'est reste de l'anglais. Et l'ensemble des MCP serveurs qui ont été mis à contribution pour pouvoir fournir un ensemble de scénarios cohérents dans lequel tester la précision de tool ou la précision de paramètres sont des MCP serveurs officiels, plutôt dans le space B2B SaaS. Donc typiquement, vous allez avoir du GitHub, du Linear, du Slack, du Notion. Et tous ces MCP serveurs-là vont être mixés pour voir un peu comment se comporte le modèle derrière. Statistiquement, pour rester quand même dans un ordre de prix relativement soutenable, j'ai fait une centaine de runs par test case que je vais vous présenter derrière. Bon, faut voir que ça a quand même déjà généré une petite facture de 250 $ de mon côté. Donc, il y a quand même, faut pas faire trop de tests non plus. Alors, il y a différents endroits où on va faire des tests. On va tester des bench cases, on va tester des benches. Et c'est tous les endroits où justement il va y avoir une interaction entre notre serveur et notre client. Et le premier endroit qu'on va regarder, c'est au moment où, au tout début, l'application contacte le MCP serveur et dit donne-moi la liste de tous les tools qui sont disponibles, que je les passe au modèle pour savoir qu'est-ce qu'il veut en faire de ces tools-là. Le premier élément sur lequel on peut s'amuser à faire des variations, c'est du coup sur la quantité de tools que retourne notre MCP serveur au modèle, qui lui demande dis-moi ce que je peux faire avec toi. Le premier truc que vous pouvez voir, c'est que ça descend rapidement. Alors, on part d'un bench où il y a un seul tool de disponible, et même dans ces conditions-là, on n'est pas à 100% de taux de succès. En l'occurrence, on était à 90% de taux de succès, donc ça veut dire qu'il y a quand même 10 fois sur 100 où le modèle n'a pas réussi à sélectionner le seul outil à sa disposition pour faire la tâche, ce qui est dommage. Et c'était pas parce que j'avais oublié de le connecter, promis. Très rapidement, ça descend, plutôt sur une échelle logarithmique. Et en fait, on voit que ça descend même en dessous de 50% de complétude quand on arrive autour de 40 tools. Je vous ai mis un extrait en bas à droite d'un message d'erreur de Cursor qui, lorsque vous lorsque vous connectez trop de MCP serveurs, en l'occurrence plus que 40 outils au final parmi tous les MCP serveurs connectés, vous dit bah en fait j'en prendrai pas plus parce qu'au-delà de 40 mes performances elles vont être fortement dégradées et du coup ça n'a rien d'en rajouter. Donc en faisant quelques tests, on se rend compte que augmenter la quantité de tools dans notre MCP serveur a un impact néfaste drastique sur la sélection, la performance de sélection du modèle, d'être capable de sélectionner le bon tool pour la tâche à accomplir. Ce constat-là, il vient discréditer un pattern très fréquent dans l'écosystème, qui est le pattern de wrapper d'API, qui est énormément fleuri quand le protocole a gagné en popularité, où grosso modo, les équipes de développement prenaient leur API, initialement destinées à des intégrations du coup à d'autres softwares, et disaient bah, un endpoint d'API, un tool sur mon MCP server. Là où le bas blesse, c'est que la plupart des API qui sont disponibles sont quand même quelques endpoints à disposition. Et très rapidement, on venait au-dessus de cette limite de quantité de tools raisonnables pour qu'un modèle soit capable de prendre la bonne décision et de choisir le bon tool. Et ce pattern-là a du coup pâti du fait que si vous voulez augmenter la quantité de choses qu'il est possible de faire, rajouter vos endpoints d'API, vous diminuez la pertinence, la probabilité que le modèle sélectionne le bon tool pour pouvoir arriver au bout. Du coup, on peut se dire, bon, bah, on va faire autre chose, on ne va pas augmenter le nombre d'outils que je mets à disposition, on va faire du polymorphisme, c'est-à-dire que je vais prendre que quelques outils, mais il va y avoir beaucoup de paramètres dans chacun de ces outils pour avoir des possibilités de faire des choses différentes en utilisant le même outil. Par exemple,
Tout à l'heure, je vous parlais de booker un vol. Plutôt que d'avoir un outil pour pouvoir booker un vol et un outil pour pouvoir l'annuler, vous pouvez imaginer avoir un seul outil qui s'appelle Fais quelque chose avec le vol, qui prend en premier paramètre une chaîne de caractères qui dit book ou annule. Et ça, c'est un moyen de, via un outil, fournir deux fonctionnalités. Du coup, c'est intéressant de regarder un petit peu quel est l'impact en termes de performance du modèle, de sélection de l'outil et de sélection des paramètres, quel est l'impact de la quantité de paramètres à disposition dans chacun des outils qui sont mis à disposition. Donc là, les résultats que je vous montre ici, c'est pour un dataset de 15 outils, qui sont toujours les mêmes 15 outils mis à disposition. Par contre, ce que change, c'est la quantité de paramètres que chacun de ces outils est capable de prendre en entrée. Et là, la décroissance, elle est plutôt linéaire sur ce coup-là. Le pattern que ça a permis de faire naître, c'est un pattern qui s'appelle le Layer Tool Pattern, qui a été introduit par un blog post de Block, qui est une boîte qui développe notamment un MCP client qui s'appelle Goose, qui est très bien, que je vous recommande si vous ne l'avez pas déjà essayé. Et ce pattern-là, il consiste à mettre à disposition de son MCP server 3 outils, un pour découvrir les domaines métiers, un pour découvrir les fonctionnalités de chaque domaine métier. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec la compta, qu'est-ce que je peux faire avec le service paiement, qu'est-ce que je peux faire avec le service CRM. Un deuxième pour pouvoir récupérer les paramètres de chacun des fonctionnalités d'un département. Qu'est-ce que tu attends comme paramètre pour créer un invoice dans le domaine compta. Et le dernier, pour pouvoir exécuter une requête. Je veux créer un invoice avec tel paramètre dans le domaine compta. Et du coup, avec ces 3 tools-là, vous pouvez couvrir un champ d'application virtuellement illimité. Ce pattern-là, il a été utilisé notamment par AWS, qui en tant que cloud provider, avec ses 260 services et ses centaines d'API pour chacun des services, s'est dit, bon, ça m'a l'air tout à fait adapté pour pouvoir fournir un MCP server sans dépasser une limite un peu trop importante de tools. Et du coup, vous avez aujourd'hui cette possibilité de, via le layer tool pattern implémenté dans le MCP server d'AWS, d'accéder à tous les endpoints de l'API. Il y a un trade-off quand même à faire ce polymorphisme à l'extrême. Certes, il y a moins d'impact à augmenter la quantité d'arguments en entrée d'un tool parce que la décroissance en termes de performance est uniquement linéaire. Cependant, il y a une des métriques qui est fortement impactée quand on va sur des patterns aussi extrêmes, c'est la quantité d'itération, la latence dont je vous parlais tout à l'heure. Pour appeler un tool avec ce pattern-là, il y a forcément 3 appels de tool consécutifs à faire. Donc à chaque fois, vous multipliez par 3 vos interactions avec le modèle. Du coup, vous doutez bien que le bon pattern, c'est un juste milieu entre les deux. En fait, il n'y a pas de réponse absolue. Dans l'idée, il ne faut pas avoir trop de tools. Une quinzaine, c'est pas déconnant. Et il faut éviter le polymorphisme à l'extrême. Mais en règle générale, si vous devez arbitrer, préférez un tool avec plus d'arguments plutôt que de rajouter un tool supplémentaire. Et un des moyens de diminuer votre quantité de tools sans augmenter fortement votre quantité d'arguments, c'est de sortir du pattern unitaire qu'il y a derrière les tools aujourd'hui. Plutôt que de réfléchir en mode quels sont les endpoints existants de mon API, réfléchissez en mode quels sont les parcours utilisateurs que j'aurais peut-être imaginé en front si j'étais en train de développer des pages web pour mon site web, et que là, je dois imaginer programmatiquement en termes de parcours utilisateur, proposer à un agent pour un être humain derrière. Si vous passez dans ce mode-là de dire c'est quoi ces parcours utilisateurs qui potentiellement font appel à plusieurs API ou à plusieurs interactions avec ma base de données derrière, mais qui correspondent à une valeur unitaire de mon business, vous commencez à penser de la meilleure façon possible pour pouvoir designer votre MCP server de façon efficace, puisque vous vous placez dans les bottes de l'utilisateur final qui va devoir l'utiliser. Ça, c'est au niveau de la liste des tools. Il y a un autre endroit où on va avoir un impact, c'est au moment où le modèle choisit d'appeler un tool. Quand il choisit d'appeler un tool, vous faites quelque chose en tant qu'MCP serveur et vous lui retournez une réponse. Et du coup, il y a plusieurs choses qui ont un impact positif. Chaque élément que vous retournez dans votre réponse a un coût en termes de tokens. Je vous en parlais comme une des proxy métriques pour savoir si votre serveur MCP est efficient. Si vous vous amusez, là je vous ai donné l'exemple d'une réponse d'API de Stripe lorsque vous créez un plan de financement, un plan de souscription.
Si vous retranscrivez telle quelle la réponse de votre API avec tous les paramètres qui sont retournés, qui sont potentiellement très utiles programmatiquement pour une intégration dans un software tiers, si vous les retournez telle quelle à votre modèle, vous polluez la context window avec potentiellement des attributs qui vont jamais servir à l'utilisateur qui utilise votre MCP serveur via un agent. Et du coup, c'est autant d'éléments qui vont venir perturber, qui vont venir augmenter l'indéterminisme de ce que le modèle va faire derrière. Du coup, typiquement, tous les éléments qui sont redondants, le fait qu'il y ait marqué plan dans l'ID et dans la typologie d'objet, le fait qu'il y ait la même valeur, le même paramètre exprimé sous forme de string et sous forme de nombre pour pouvoir une fois de plus satisfaire des besoins programmatiques, c'est des choses redondantes que vous pouvez retirer. Toute la présence de valeurs nulles ou undefined ou d'objets vides, c'est des choses que vous pouvez retirer également pour votre modèle. Il ne va pas en faire substantiellement quelque chose. Ça, c'est quand ça se passe bien. Et quand ça se passe pas bien, lorsque vous devez générer une erreur parce que votre MCP serveur n'a pas pu faire la tâche qui lui était demandée, plutôt que de répondre à un message d'erreur comme une erreur occurred, qui aide pas énormément le modèle sur quelle est la suite de choses qu'il doit faire derrière, profitez de cette erreur pour lui donner des consignes sur qu'est-ce qu'il pourrait faire pour essayer de se rectifier et d'obtenir quand même la satisfaction utilisateur en allant au bout de sa tâche. Ça peut être, t'as pas appelé le bon tool avant de m'appeler moi, appelle celui-là plutôt avant, parce que potentiellement l'état dans lequel tu essayes de modifier une entité n'est pas le bon. Potentiellement, ça peut être une validation supplémentaire. Si vous ne pouvez pas exprimer en JSON Schema, qui est la norme utilisée pour décrire les paramètres d'un tool, si vous ne pouvez pas exprimer de la finesse de dire bah, c'est tel ou tel paramètre qui doit être dans ces conditions-là, vous pouvez le faire au moment du message d'erreur pour laisser une chance au modèle de se rectifier et de retenter le coup. Et si c'est une erreur dont vous ne connaissez pas l'origine, plutôt que de lui dire bah, c'est une erreur, t'es foutu, vous pouvez essayer de lui demander de réessayer plusieurs fois et de le rediriger vers un fallback qui peut potentiellement être un site web destiné à des humains. Il faut bien qu'il intervienne à un moment dans l'équation pour éviter que l'expérience utilisateur avec votre MCP serveur et cet agent devant, ça soit bah, il n'a pas réussi et voilà, il n'a pas réussi quoi. Dernier petit élément sur lequel il y a des tests à faire pour voir comment améliorer la performance de son MCP serveur. C'est une dernière partie du protocole qui permet à tout instant pour un MCP serveur de notifier le client que la liste de tools qu'il a à disposition a changé. En règle générale, c'est une mauvaise idée de vouloir faire ça. Les modèles ont un système de cache existant qui permet de diminuer le coût par token des générations de complétion, qui permet aussi d'être beaucoup plus rapide. Ces systèmes de cache, ils ont un système de préfixe de key qui permet de retrouver l'endroit du cache où est continuer la completion. Dans l'ordre des choses qui sont mises dans cette clé de cache, les tools disponibles pour le modèle sont souvent au tout début. Du coup, si vous changez les tools disponibles dans votre modèle, vous ne de facto pouvez plus utiliser le cache qui a déjà été généré pour les complétions précédentes. Du coup, en règle générale, même si ça vous permettrait potentiellement de faire des optimisations en disant au début je lui donne 3 tools, puis après je lui en donne 6, puis après je leur donne que ces deux-là parce que je sais qu'il est forcément à ce moment-là, vu ce que vous allez avoir comme impact négatif sur le cache, je vous recommande de ne pas le faire. Si on doit sum up ce qu'on a discuté ensemble ce soir pour développer le meilleur MCP serveur possible, lorsque vous devez choisir entre moins de tools avec plus de paramètres, préférez choisir moins de tools avec plus de paramètres que plus de tools avec moins de paramètres. Idéalement, faites en sorte de mettre à disposition via des tools des stories, des agent stories, comme on pourrait faire des user stories côté front. Si vous devez retourner des résultats qui sont résolus, enlevez tous les attributs qui ne servent à rien. Si vous retournez des erreurs, donnez des moyens pour le LLM pour qu'il puisse s'auto-réparer et aboutir quand même à la tâche qu'il a à accomplir. Et n'utilisez pas de notification pour dire que vous changez votre liste de tools côté serveur. Le protocole, c'est plus que juste des tools. Les ressources, les prompts, les élicitations, c'est des moyens de faire revenir un être humain dans les interactions qu'il y a entre un agent et un MCP serveur. Une des autres gros learnings avec lequel j'espère que vous repartirez de ce talk-là, c'est de pas uniquement faire confiance à un modèle pour pouvoir arriver au bout, mais potentiellement à quelques moments redonner du contrôle à l'utilisateur sur des choses qui sont moins indéterministes, avec des pièces jointes, ce qu'il y a derrière les ressources, avec des workflows, ce qu'il y a derrière les prompts, et avec de l'élicitation pour obtenir des infos supplémentaires.
L'ensemble des résultats que je vous ai présentés ont été faits grâce à certains outils open source de benchmarking qui sont la plupart du temps utilisés pour benchmarker les modèles entre eux, mais assez rarement pour benchmarker un serveur dans le contexte d'un modèle avec plusieurs attributs, plusieurs paramètres différents. Il a fallu les tordre un peu. Si jamais vous ne voulez pas utiliser tous ces modèles, tous ces outils open source, je travaille dans une société qui s'appelle Alpic, que je monte, qui a entre autres pour objectif de vous fournir ce genre de service à valeur ajoutée d'évaluation de la qualité de votre MCP serveur. On fait notamment du hosting, mais aussi on vient forcément sur cette couche évaluation pour aider les gens à développer les meilleurs serveurs possibles. Et by the way, on recrute, donc si jamais vous voulez discuter après, avec grand plaisir pour échanger avec vous. Et si vous avez des questions, je suis tout oui. Merci pour votre attention. Alors, merci pour le talk. Je prends note de la feature request. Moi, une citation que j'aime bien avec l'MCP, c'est le S dans MCP, ça veut dire sécurité. Comment est-ce qu'aujourd'hui c'est géré en fait? Parce que de mémoire anthropique, ils ont juste dit la sécurité, c'est pas notre problème dans le protocole. Comment ça se passe? Comment ça se passe pour sécuriser un serveur MCP? Il y a plusieurs éléments en réponse à ça. Un serveur MCP, ça reste une base d'application web. Du coup, tout ce qui est valable dans un écosystème où tu mets à disposition un API, une endpoint d'API ou une API pour ton service, reste valable dans le cas où tu déploies un MCP serveur. Toutes ces considérations-là sont toujours à prendre. Il y a des éléments supplémentaires qui sont venus se rajouter. Le premier truc qui avait été reproché, notamment avec l'introduction d'MCP, c'est la possibilité de faire de l'injection dans le modèle qui est derrière. Si vous ne connaissez pas le développeur d'un serveur en particulier, tout ce qu'il y a de textuel dans les descriptions des tools, dans la description des paramètres, peut servir de prompt injection, puisque c'est du texte qui va être récupéré par l'application et injecté dans le modèle. Un moyen de se prémunir de ça, c'est bien sûr toujours la même chose, pas installer un MCP serveur que vous connaissez ni d'Eve ni d'Adam, qui n'est pas par un développeur vérifié ou dont vous n'avez pas regardé le code. C'est effectivement une porte ouverte dans votre machine. Le deuxième truc, un des trucs qu'on a mis au point, par exemple, mais on n'est pas les seuls à le faire, il y a des outils open source qui existent pour pouvoir tester un MCP serveur, voir s'il y a des tentatives de prompt injection avant de potentiellement le connecter au reste de votre écosystème. Donc ça permet, même sans avoir accès au code source, de au moins se rassurer sur le fait qu'à un instant donné, il n'a pas l'air malicieux et il n'a pas l'air de vouloir du mal. Après, le protocole est jeune, comme je disais, ça fait moins d'un an qu'il est là. Il a été adopté plus rapidement qu'il a été capable d'évoluer, donc forcément, il y a eu des moments où ça a coincé un petit peu. La team travaille activement là-dessus. Depuis fin mars 2025, il y a au moins OAuth qui a été introduit comme standard de sécurisation des serveurs MCP pour pouvoir avoir des gens qui s'authentifient et éviter du coup d'avoir des clés d'API qui se baladent ou des choses écrites en dur à gauche à droite. J'ai vu ça quelques fois. Le protocole continue d'avancer dans cette direction-là. Le but du jeu, c'est de le rendre le plus sécurisé possible. C'est un nouveau typologie d'utilisateur, c'est un nouveau vecteur d'attaque. Le but du jeu, c'est de se prémunir d'un maximum de risques. Et pour ce faire, il n'y a pas de secret. Il y a des phases de testing importantes à mettre en place pour être sûr que le MCP serveur qui est utilisé dans un contexte est le bon. Il y a de la vérification, notamment ça passe par un registry centralisé pour être sûr que le MCP serveur de Docker ou de Netflix ou de Notion, ça soit bien celui qui est effectivement mis à disposition par l'entreprise et que du coup, il ne vous fait pas de mal. Et c'est des efforts sur lesquels on espère avoir des nouvelles d'ici la fin de l'été. Je pense que ça avance vite sur le sujet. Ouais, merci beaucoup pour le talk, c'était hyper intéressant et j'ai deux questions du coup qui sont un peu liées. La première, c'est est-ce que sur les résultats, notamment en regardant au fur et à mesure du nombre d'outils qu'on va ajouter enfin du nombre de MCP serveurs qu'on va ajouter, est-ce que de ce que tu as vu, il y a une influence sur la manière dont le MCP serveur est construit? Genre, est-ce qu'il est efficace en consommation de tokens? Est-ce qu'il va prendre plus ou moins de place dans la fenêtre de contexte du modèle associé? Et la deuxième question du coup qui vient, c'est est-ce que ça veut dire que en run, imaginons je suis quelqu'un qui a besoin de 45 outils, genre est-ce que du coup ça va incentiver plutôt enfin, une rationalisation du nombre de MCP serveurs qui peuvent être installés ou est-ce que, enfin, je sais pas, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Enfin, Alors, comme toujours, quand on est face à un problème où on doit choisir A ou B, il y a des gens qui essayent de trouver C, ce qui est plutôt une bonne chose.
Typiquement, sur cette problématique de rationaliser la quantité de tools, il y a un papier qui est sorti il n'y a pas longtemps, le mois dernier, sur un système où potentiellement on fait un coup de rag sur l'ensemble des descriptions de milliers de tools à disposition pour faire une présélection des tools qu'on va injecter dans ce fenêtre, dans cette contexte Windows spécifique avant de continuer la conversation. Comme ça permet au début de la conversation ou au moment où tu demandes une completion de faire un subset de tous les tools disponibles. C'est un moyen de se prémunir de ce problème-là de je ne peux pas mettre trop de tools. Ça a un impact sur la latence parce que du coup, tu te retrouves quand même à aller faire une récupération dans un RAG de tool que tu veux injecter. Mais ça reste potentiellement moins coûteux que simplement ton modèle qui n'est pas capable de choisir le bon tool parce qu'il en a une centaine à disposition. Après, l'idée du talk, c'est vraiment de dire faire un effort de rationalisation dans la façon dont le serveur est développé pour maximiser l'expérience utilisateur. Trop cool s'il y a des évolutions technologiques qui permettent côté client et côté agent de supporter de plus en plus de choses, mais il faut meet me halfway, quoi. Donc, en tant que développeur de serveur, ton objectif, c'est maximiser l'efficience, peu importe ce qui va te consommer. Un autre paramètre important, comme en développement web, où tu ne sais pas quel browser va venir ouvrir ton site web, et potentiellement, il y a des très vieux browsers avec des très vieilles machines qui ne vont pas être capables d'exécuter le JavaScript pour faire une super belle animation que tu as mis à l'entrée, et du coup, tu vas avoir un impact négatif sur l'expérience utilisateur. Il faut que ton serveur il soit capable de servir un agent, un modèle qui potentiellement est classé 50e dans le BFCL, et du coup, qui ne va pas performer aussi bien que le benchmark que toi, tu auras fait tourner avec le 5e modèle le plus puissant. Donc, quoi qu'il arrive, même si on va trouver des solutions petit à petit et que les modèles vont continuer de s'améliorer, je l'espère, pour pouvoir supporter de plus en plus de tools et des tools de plus en plus complexes, le truc important à retenir de ce talk-là, c'est en tant que développeur côté serveur, de faire le pas dans la bonne direction et de faire des serveurs le plus efficients possible. Merci pour le talk. J'avais une question sur la compétition entre serveurs. Typiquement, tu fais la réservation de vol. Bah, il y en a pas que un. Il y a Lufthansa, il y a Air France. Est-ce que, voilà, c'est quoi si tu recommandes, comment tu bats les autres MCP serveurs, comment tu gagnes l'attention de l'agent, le SEO du MCP, quoi. Ouais, c'est une bonne question. Il y a deux pans en termes de réponse. Et une première qui rejoint ta question tout à l'heure sur la sécurité. Un des vecteurs d'attaque de MCP, c'est de se faire passer pour un tool légitime d'un serveur légitime parce que tu es installé en même temps que quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, moi, je m'appelle Better Send Email de Gmail, alors qu'il y a le MCP serveur à côté légitime de Gmail avec Send Email. Et sous prétexte que ma description est plus impactante et que mon nom d'outil est plus précis, j'ai une chance non négligeable que le modèle me sélectionne moi plutôt que l'autre. Donc, ce souci de SEO, il est présent même pour des tentatives de phishing, grosso modo, enfin d'usurpation d'un tool légitime. Aujourd'hui, comme l'utilisateur, le contrôle de quels sont les MCP serveurs installés est donné à l'utilisateur, c'est de la responsabilité de l'utilisateur de dire je suis conscient que là je suis en train de dire à mon modèle un MCP serveur pour Lufthansa, Air France et Delta, il y en a un des trois qui va être choisi parce qu'il aura écrit une meilleure description que les autres. Demain, l'idée, c'est que... Alors, j'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas exactement dans quelle direction vont aller les gros clients que sont Claude, que sont Le Chat, que sont ChatGPT, que sont Cursor, VS Code, etc. Il est possible qu'eux, ils veuillent mettre à disposition de leurs utilisateurs soit une expérience similaire à une marketplace ou à un app store. Il y aura certainement marqué nulle part MCP dans l'histoire, mais en tout cas, il y aura plein d'intégrations différentes que tu pourras choisir et choisir d'activer dans tel contexte de conversation. Soit tu auras certainement un truc au lien sponsorisé que tu vois sur Google, donc du bidding live sur une requête utilisateur. Quel MCP serveur va être injecté avec ces tools à ce moment-là dans la conversation parce que c'est plus pertinent qu'il soit capable de répondre à la requête utilisateur. Et là, quand tu repars sur une logique de bidding, tu repars sur une même logique que le SEO, dans lequel tu as intérêt à ce que ton site soit performant. Donc là, pareil, il faut que ton MCP serveur soit performant, donc que son task completion rate, qui est sa North Star métrique, soit la plus élevée possible, que le nombre de feedback positifs utilisateurs soit bon. Et c'est ça qui te permet de remonter dans cette bidding war, quoi. Est-ce que ça répond à ta question? Merci Fred. J'ai une question sur le crossover entre ce que tu nous as montré et ce dont parlait Arizo tout à l'heure. En fait, avec le reasoning, est-ce que ça peut aider à choisir le meilleur tool? J'ai l'impression que c'est ce que fait ChatGPT O3. J'ai l'impression que ce n'est pas encore arrivé dans tous les chatbots du marché. Et est-ce que vous avez commencé à faire des tests là-dessus? Voilà.
Ta question, c'est est-ce qu'un modèle de reasoning est plus performant qu'un modèle pas de reasoning pour de la sélection de tools, par exemple? Ouais, et puis est-ce que tu confirmes que c'est ce qui se passe dans le chat GPT-o3 quand il passe un temps fou à faire des recherches sur le web, réfléchir, faire des recherches, éventuellement exécuter du code, ensuite faire encore une autre recherche et vraiment faire le boulot, quoi. Alors, contrairement, alors, je pense avoir compris ta question. Euh, sur une tentative d'accomplissement de tâches, en tout cas avec une interaction avec un MCP server, tu vas avoir plusieurs complétions successives. Tu n'as pas qu'une seule génération qui est faite, comme sur un modèle de reasoning, parce que tu as besoin en fait des tokens qui vont arriver dans la réponse de ton serveur pour continuer ta génération derrière. Donc, tu as déjà de toute façon cette itération, cette récursivité dont on parlait tout à l'heure, où je génère un premier message. Ce message, c'est utilise tel tool. J'utilise le tool. La réponse du tool est récupérée, elle est injectée, etc. J'ai dit une connerie, en fait, ouais, c'est le modèle agentique, en fait, là. Oui, tout à fait. Enfin, tu peux avoir du raisonnement et en plus de l'agentique. Agentique étant, je ne connais pas à l'avance le nombre de générations qui vont être faites pour arriver à une fin de génération et à rendre la main à l'utilisateur pour pouvoir continuer la conversation. Euh, mais, euh, mais tu peux faire la combinaison des deux. Tu peux mettre un modèle de raisonnement qui va peut-être faire une sélection plus fine qu'un modèle pas de raisonnement sur le tool qu'il veut utiliser à un instant donné, ou qui va peut-être penser avant à l'ensemble des tools qu'il va vouloir utiliser et dire je veux utiliser le premier, mais je sais déjà que je vais utiliser les deux autres derrière. Là, je connais moins, j'ai pas fait le test en vrai, pour le coup. Faudrait essayer. On est bon, je pense. Trop cool. Merci beaucoup, Fred. Merci.